Ok, mes petits boucliers de viande. Imaginez que vous ayez découvert que le monde d'après n'est qu'un gigantesque jeu où le prix à gagner est votre survie et que vous deviez y retourner pour sauver la personne que vous aimez. Notre héros Harisu est de retour pour une nouvelle aventure dans les Borderlands. Cette fois-ci, il va rencontrer de nouveaux amis, retrouver d'anciens ennemis et participer à 8 jeux mortels complètement délirants où il n'aura qu'une seule chance pour survivre. Qu'il s'agisse de couloirs balayés par des lasers, de trains fous ou de l'ascension de la tour de Tokyo, je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre à chaque jeu mortel dans Alice in Borderland saison 3. L'histoire commence quelques années après qu'une météorite ait frappé Tokyo et arrêté le cœur de toutes les personnes prises dans l'explosion. Alors qu'elles étaient inconscientes, elles ont été transportées dans une réalité alternative connue sous le nom de Borderlands, où elles ont participé à une série de jeux mortels brutaux pour obtenir une seconde chance dans la vie. À l'issue des jeux, Harisu et Usagi, deux survivants, tombent amoureux et se marient, même s'ils ne se souviennent pas vraiment de ce qui s'est passé. Mais le hasard fait qu'ils croisent le chemin du professeur Ryuji, qui est devenu obsédé par les expériences de mort imminente après le décès d'une de ses étudiantes. Au cours des jours suivants, le professeur est invité à un mystérieux séminaire où il se retrouve dans une pièce avec 6 autres participants. Maintenant que tout le monde est arrivé, un homme s'avance et leur demande de s'asseoir à table. Mais c'est là qu'ils commettent leur plus grosse erreur. Perplexe, une femme demande de quoi il est question, mais l'homme répond que seul le gagnant du jeu découvrira la suite. Il explique qu'ils vont jouer au pouilleux, et que celui qui terminera le jeu avec la carte Joker sera déclaré vainqueur. Sur ce, le premier joueur tend la main et prend le Joker dans la main de son adversaire. Mais dès qu'il le fait, un courant électrique traverse la chaise de l'homme, le tuant sur le coup sous les yeux des autres. Paniquée, une femme bondit de sa chaise, mais elle est immédiatement zappée à son tour. Et les joueurs réalisent alors qu'ils sont piégés dans un jeu mortel dont seul l'un d'entre eux sortira vivant. Ok, je crois que le professeur ici présent s'est trompé de séminaire. Ouais, il s'agit clairement du club Expérience de mort définitive. Désolé, mais le club Expérience de mort imminente se réunissait au bout du couloir. Maintenant, si ce type était vraiment si intelligent, il aurait pris certaines mesures pour se préparer avant de se pointer. Par exemple, je rédigerais un message avec tous les détails de la réunion et je le ferais envoyer automatiquement à un ami ou à un collègue si je ne suis pas de retour au bout de 12 heures. Ensuite, il serait temps de passer une commande rapide sur Amazon pour acheter une caméra cachée et un micro afin d'enregistrer tout ce qui se passe. Et même un outil multifonction au cas où il aurait besoin d'aide pour s'échapper d'un piège. Je m'arrangerai également pour arriver suffisamment tôt afin de repérer les lieux depuis l'extérieur, ce qui me donnerait l'occasion de planifier ma fuite et de surveiller toute personne suspecte. D'ailleurs, s'ils avaient pris 2 secondes pour regarder les chaises, ils auraient remarqué qu'elles étaient toutes reliées à une sorte de machine étrange. À ce moment-là, rien ne les empêchait de faire demi-tour et de partir avant que le jeu ne commence. Mais désormais, il va devoir gagner cette partie de cartes s'il veut survivre. Bon, le pouilleux ou Old Maid est un jeu pour enfants qui repose principalement sur la chance et sur la capacité à deviner les intentions des autres joueurs. Le but est de se débarrasser de la carte du pouilleux et de terminer la partie sans aucune carte en main, c'est ça? Mais dans cette version, il faut absolument la garder, sinon on est fichu. Le truc, c'est que nous savons toujours qui a le Joker, puisque la personne à qui il a été pris vient d'être éliminée. Par conséquent, le professeur sait que c'est l'homme à sa droite qui détient la carte. Il a besoin du Joker pour gagner la partie, mais avec autant de joueurs qui se la disputent, c'est assez risqué. Pour l'instant, il vaut donc mieux éviter de tirer la carte Joker et laisser ses adversaires s'éliminer eux-mêmes en épuisant leurs cartes. L'instinct naturel de la plupart des gens serait de placer la carte au milieu de leurs mains pour qu'ils prennent d'abord les cartes situées à l'extérieur qui sont plus faciles à atteindre. Ensuite, lorsqu'il piochera, il devra bien observer les yeux et les expressions faciales de l'homme pour détecter toute réaction qui pourrait révéler ce qu'il pense. Idéalement, il pourra continuer à utiliser cet homme comme bouclier de viande jusqu'à ce qu'ils soient les 2 seuls adversaires restants, puis piocher le Joker et l'éliminer au dernier tour. Les joueurs jouent ensuite nerveusement leur tour jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le professeur et un seul adversaire en vie. Lors du dernier tour, le professeur glisse le Joker vers le haut de sa main. Mais l'homme interprète ce geste comme un signe lui indiquant de choisir l'autre carte. Et c'est ainsi que le professeur remporte la victoire. Ça fait un jeu terminé et il en reste 7. Maintenant que le jeu est fini, il découvre avec stupéfaction que l'animateur est en réalité un joueur nommé Banda qui a choisi de rester dans les Borderlands après avoir survécu au jeu. Et il va faire au professeur une offre qu'il ne pourra pas refuser. Pendant ce temps, Harisu travaille dans un centre de soutien lorsqu'il reçoit la visite d'une autre survivante nommée Anne qui soutient qu'ils se sont déjà rencontrés dans une autre réalité. Mais ils sont interrompus par l'arrivée du médecin venu commencer la consultation.
Ce soir-là, quand Harisu appelle Usagi, il s'inquiète de l'entendre pleurer, mais elle raccroche sans lui expliquer ce qui se passe. Après une journée entière sans nouvelles d'elle, il se rend au poste de police où il apprend qu'Usagi a été vue pour la dernière fois avec le professeur. Mais lorsqu'Harisu part à sa recherche à l'université, on lui dit qu'il a également disparu sans laisser de traces. Plus tard dans la nuit, alors qu'il se promène dans la ville, Banda émerge de l'ombre et glisse une carte de Joker dans sa poche en l'informant que sa femme a été ramenée dans les jeux. À ce moment-là, il reçoit un appel de la police lui annonçant qu'Usagi et le professeur sont tous les deux dans le coma à l'hôpital. Quand il arrive, le médecin lui apprend en plus qu'elle est enceinte. Quoi ? Après avoir trouvé une carte Joker identique dans les affaires d'Usagi, il décide de demander à Anne de l'aider à retourner dans les jeux. Mais le pari est extrêmement risqué. Ils devront arrêter son cœur à l'aide de médicaments et n'auront que 2 minutes avant qu'il ne disparaisse à jamais. Il n'y a pas de temps à perdre. Et quelques secondes après avoir pris le médicament, il lève les yeux et constate que tout le monde s'est soudainement volatilisé. À l'entrée du bâtiment, il trouve un petit panneau indiquant où se rendre pour le premier jeu, ce qui le mène à un temple dont il gravit les hautes marches avant d'entrer à l'intérieur. En franchissant la porte, il découvre un grand groupe de joueurs qui l'attendent déjà, et une voix annonce que le premier jeu va commencer. Pour ce défi, ils vont jouer à un jeu appelé Omikuji, ou la bonne fortune. Les joueurs devront tirer 10 tickets de prédiction sur le tableau et n'auront qu'1 minute pour répondre à l'énigme avant la fin du temps imparti. Mais comme toujours, le jeu comporte une tournure mortelle. Ok, on dirait qu'Harisu est officiellement de retour dans les Borderlands, et il aura de la chance s'il s'en sort vivant. Il n'aurait jamais pu faire ça sans l'aide d'Anne, mais son plan pourrait franchement être amélioré. Vous voyez, ils ont réussi à arrêter son cœur à l'aide d'un médicament mystérieux, ce qui lui a permis de retourner dans les Borderlands alors qu'il oscille entre la vie et la mort. La seule raison pour laquelle il ne dispose que de 2 minutes, c'est parce que son cerveau commencera à subir des lésions irréversibles dès que son sang cessera de circuler dans son corps. Ce qui signifie qu'ils vont devoir le ramener à la vie avant que le temps ne soit écoulé. Mais même si c'est Anne qui lui a donné cette idée, elle ne semble pas avoir de plan pour le réveiller si quelque chose tournait mal. Avant de tenter une chose pareille, Anne aurait dû essayer de se procurer un défibrillateur et des médicaments pour relancer son cœur, puis le mettre dans un caisson à oxygène pour gagner du temps. Même si le jeu n'a pas encore commencé, les instructions indiquaient clairement que certains d'entre eux ne survivraient pas. Mais avec une vingtaine de participants et seulement 10 manches, ça signifie qu'ils élimineront plusieurs joueurs à la fois. L'instinct naturel de l'être humain est de chercher refuge en groupe. Mais vous pourriez vous retrouver pris au piège s'ils se trompent dans leur réponse. Il vaut donc mieux laisser un autre joueur commencer et observer ce qui se passe à une distance raisonnable. Techniquement, ils jouent ici en tant qu'une seule et même grande équipe. Ils peuvent donc se préparer d'une autre manière avant même que le premier tour ne commence. Comme ils savent qu'ils devront déchiffrer des énigmes mais qu'ils ne connaissent pas encore les sujets, ils devraient rapidement s'organiser en groupe en fonction de leur domaine d'expertise. Par exemple, s'il y a des passionnés d'histoire, des mathématiciens ou des scientifiques chevronnés dans le groupe, c'est maintenant qu'il faut le dire. Les joueurs qui n'ont aucune compétence particulière peuvent tout de même aider, en cherchant des indices un peu partout dans l'arène. L'installation est assez élaborée, alors il y a de fortes chances que certaines réponses se trouvent à la vue de tous. Intrigué, Tetsu le junkie s'avance et décide de commencer. Il tire le numéro 17, prend le bout de papier et lit sa prédiction de bonne fortune. Mais comme il n'y a pas d'énigme cette fois-ci, le groupe gagne un tour. Confiante, une autre joueuse s'avance pour prendre un billet. Mais au bas de celui-ci se trouve un problème mathématique compliqué qu'il faut résoudre. Avec seulement 10 secondes restantes, elle décide de deviner et écrit la mauvaise réponse, se trompant de 3 unités. C'est alors que 3 flèches enflammées viennent s'écraser dans le temple, éliminant la femme et un autre joueur avant même qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Ensuite, une femme nommée Sachiko s'avance pour tirer sa prédiction, et elle contient une énigme sur les probabilités. Comme précédemment, Sachiko décide de suivre son instinct, mais elle se trompe de 55 points. Et tout à coup, des flèches se mettent à pleuvoir du ciel, éliminant tous ceux qui se trouvent à découvert. Quand la pluie de flèches cesse enfin, un autre joueur s'avance et tire son ticket de bonne fortune. Mais une fois de plus, il se trompe de 50 points, et tous se précipitent pour se mettre à l'abri alors que les flèches pleuvent sur leur tête. Avec 6 prédictions encore à faire, Shion décide de s'y risquer à son tour. Mais comme on pouvait s'y attendre, elle se trompe de 30 points. Les joueurs continuent les tours suivants, même s'ils ne semblent pas capables de répondre correctement à une seule énigme. Mais Harisu commence alors à se souvenir qu'il a déjà joué à ce genre de jeu auparavant. Pour le 9e défi, Natsu se trompe de 448 points. Et les joueurs les plus malchanceux sont transformés en pelote à épingles alors qu'un nombre incroyable de flèches se met à pleuvoir sur l'arène. Quand tout est enfin terminé, Harisu se prépare pour le dernier tour. Mais pour sa question, il doit deviner la population actuelle de la Terre. Je dois l'avouer, il fait de son mieux. Mais il se trompe à 100 millions près.
et le ciel entier commence à virer à l'orange alors que les flèches s'apprêtent à mettre le temple à feu et à sang. Mais en réfléchissant rapidement, Arisu se souvient que chacune des prédictions comportait une direction écrite sur le bout de papier, et il comprend que le nord-ouest doit être leur meilleure chance de survie. Il se souvient également que le temple se trouve sur un terrain surélevé, et effectivement, il finit par trouver une pierre instable qui mène à une grotte souterraine. Avec l'aide des autres, ils parviennent à soulever la pierre et à s'échapper dans le tunnel juste avant que les flèches ne frappent le temple tel un souffle nucléaire. Au bout du passage, ils trouvent un écriteau annonçant qu'ils ont relevé le défi. Et ça fait 2 jeux terminés, et il en reste 6. Ok, tout le monde doit vraiment remercier Arisu de leur avoir sauvé la peau, parce que ces idiots ne se sont pas rendus service pendant le jeu. La première énigme était un problème mathématique qui pouvait sembler intimidant, mais qui aurait dû être facile pour quiconque se souvient de ses cours de maths au collège. La clé est de savoir quelle partie résoudre en premier. Pour ça, il faut se souvenir de l'acronyme PEMDAS, qui signifie parenthèse, exposant, multiplication, division, addition et soustraction. Vous y êtes? Ok. Il faut commencer par mettre au carré moins 1/2, ce qui donne 1/4. Ensuite, il faut résoudre les parenthèses en divisant 1/4 par 1/4, ce qui donne 1. Ensuite, on multiplie moins 3 par 1, ce qui donne moins 3. Enfin, on soustrait moins 3 de 12 pour obtenir 15, c'est-à-dire la bonne réponse. Pour l'énigme suivante, il devait déterminer combien de personnes il fallait réunir pour que la probabilité que 2 d'entre elles aient le même anniversaire soit supérieure à 50%. Si vous commencez avec une personne, il y a 365 chances sur 365 que son anniversaire soit unique. Mais pour chaque personne que vous ajoutez, ce nombre diminue d'une unité. Du coup, pour trouver la probabilité que toutes ces personnes aient des anniversaires différents, vous commencez à multiplier ces nombres entre eux et vous continuez jusqu'à ce que le produit atteigne 50%. Et vous verrez que ça correspond à la 23e personne. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi ils auraient dû identifier rapidement les mathématiciens du groupe. Mais comme cette énigme était à choix multiples, ils avaient en fait un autre moyen d'arriver à la réponse. Commencez par éliminer les réponses qui semblent trop élevées, comme 365 et 183. Ce qui vous laisse une chance sur 2. Maintenant, sans y réfléchir, 23 peut sembler trop petit, mais c'est exactement pour ça qu'ils l'ont mis en premier. Alors, en cas de doute, il vaut mieux essayer de trouver le truc au lieu de la réponse elle-même. La question suivante sur la circulation sanguine était également à choix multiples, et la plupart des gens ont entendu dire qu'il faut 1 minute pour faire circuler tout le sang dans le corps. Mais comme ce n'était pas une des options, il était logique de choisir la réponse la plus proche. À ce stade, ils auraient dû se rendre compte que le jeu n'était pas équitable et que la marge d'erreur ne faisait qu'augmenter à chaque fois. Mais comme il n'y avait pas de limite de temps entre les manches, ils auraient pu s'arrêter pour chercher des indices ou d'autres possibilités comme le tunnel secret d'Arisu avant de donner d'autres réponses. Et en faisant ça, ils n'auraient pas eu à jouer avec le feu. Après avoir passé la journée suivante à parcourir la ville, Arisu et les autres arrivent à l'Institut national de recherche sur les virus, qui a été transformé en arène pour leur prochain jeu. En entrant, ils trouvent un autre groupe de joueurs qui les attend déjà, et la voix annonce qu'ils vont jouer à un jeu appelé la chasse aux zombies. Au début, le jeu semble assez simple. Les joueurs doivent s'affronter dans des parties de cartes au cours desquelles le nombre le plus élevé remporte la manche. Mais les choses se compliquent quand ils présentent les cartes spéciales. Tout d'abord, il y a la carte zombie, donnée à un seul joueur de chaque groupe, et qui peut être utilisée pour transformer les autres joueurs en zombies. Ensuite, il y a la carte fusil à pompe, qui permet de battre la carte zombie de l'adversaire. Chaque joueur en reçoit une. Et enfin, il y a la carte vaccin, donnée à un nombre aléatoire de joueurs de chaque équipe, qui sert à retransformer les zombies en humains. Au cours des 20 manches, les joueurs qui perdront toutes leurs cartes seront éliminés. Et à la fin, l'équipe qui comptera le plus de joueurs survivra. Le jeu commence et les joueurs s'avancent pour piocher leurs cartes sur la table. Au début du défi, les joueurs de l'équipe d'Arisu décident de descendre au sous-sol où ils auront plus d'espace pour s'étaler. Ils se rendent compte que les jeux de cartes n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est le nombre final de zombies par rapport aux humains. Ils doivent donc trouver un moyen d'empêcher l'infection de se propager. Au bout d'un moment, Arisu identifie 2 joueurs qui ont été transformés en zombies. Mais il les convainc d'arrêter de propager le virus et d'attendre une carte vaccin. Alors qu'ils discutent de la marche à suivre, une fille nommée Rei arrive et elle dit qu'elle a une idée. Elle explique qu'elle possède à la fois une carte vaccin et une carte zombie, ce qui signifie qu'ils peuvent la tuer à tout moment, mais qu'elle peut également guérir toute personne qui devient un zombie. Son plan consiste à récupérer autant de cartes vaccin que possible et à proposer de guérir les personnes infectées si elle révèle qui propage le virus. De cette façon, les zombies auront trop peur de s'approcher d'eux, et ils finiront par recruter suffisamment d'humains pour gagner le jeu.
Ok, Harisu et son équipe ont pris un bon départ, mais au lieu de se fier à une seule stratégie, il serait judicieux d'envisager toutes les options possibles. La stratégie de Rei semble légitime à première vue, mais elle comporte quelques failles. Par exemple, elle ne peut pas utiliser la carte vaccin sur elle-même. Donc si elle est vraiment un zombie et que personne d'autre ne peut la guérir, elle s'expose à être éliminée à la fin du jeu. Les vaccins sont également à usage unique et distribués de manière aléatoire. Il est donc impossible de savoir s'il y en aura suffisamment pour que son plan fonctionne. Nous savons qu'il n'y a que 4 zombies au début du jeu, mais l'infection ne tardera pas à devenir incontrôlable. Même si les humains parviennent à en éliminer quelques-uns, ils doivent s'attendre à ce que le nombre de zombies double à chaque tour. Les humains pourraient donc déjà être en infériorité numérique au 4e tour. Mais quand on y réfléchit, il existait une méthode extrêmement simple de résoudre ce problème dès le début. Demandez à chaque joueur d'utiliser sa carte fusil à pompe au tout premier tour. Évidemment, cette stratégie fonctionne parce que chaque joueur dispose d'un fusil à pompe qui élimine instantanément tout zombie mais sans constituer une menace pour les humains. Plus ils attendent, plus ils auront de zombies à affronter. Et ils pourraient finir par gaspiller leur carte s'ils l'utilisent sur la mauvaise personne. Mais en demandant à tout le monde de tirer au premier tour, ils élimineraient instantanément les 4 zombies avant même qu'ils n'aient eu le temps de propager l'infection. Le seul inconvénient, c'est que ça repose sur une coopération à 100% et que 4 personnes sont assurées de mourir. Mais tout bien considéré, c'est le moyen le plus simple de garantir la victoire. Maintenant, d'un autre côté, l'autre option consisterait à accepter l'inévitable et à demander à tout le monde de se mettre en ligne pour se transformer en zombie de son plein gré. En fait, les mathématiques élémentaires montrent que les zombies gagneront 9 fois sur 10, quoi que fassent les humains. Mais si tout le monde est infecté, personne ne sera éliminé à la fin du jeu, pas même les 4 zombies d'origine. Et ça, je dois dire, c'est mon plan préféré, parce qu'il sauve la vie de tout le monde et déjoue les plans du concepteur du jeu qui a voulu nous monter les uns contre les autres, pas vrai ? Donc, comme les zombies ont déjà commencé à proliférer, je pense que c'est le seul choix logique à ce stade. Après avoir expliqué leur idée à tout le monde, Harisu et son équipe commencent à rassembler un grand groupe d'humains. Mais il ne faut pas longtemps avant que certains d'entre eux veuillent passer à l'étape suivante et commencer à éliminer les zombies à la place. Ils finissent par trouver un joueur qui a propagé l'infection et convaincre ce gangster Kazuya de faire de lui un exemple en utilisant la carte fusil à pompe, ce qui conduit à la première élimination du jeu. Face à la violence des humains, les zombies paniquent et tentent d'infecter autant de joueurs que possible. Harisu se rend compte que leur plan commence à se retourner contre eux, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant la fin du jeu. Alors que les humains poursuivent leur traque, le chef oblige ce jeune homme Nobu à utiliser son fusil à pompe contre un des zombies. Mais il finit par se faire coincer par un des autres joueurs et se fait infecter au tour suivant. Il essaie de faire comme s'il était toujours humain, mais les autres finissent par capturer celui qui l'a infecté. Et quand il réalise que Nobu est un zombie, il a déjà filé vers une autre partie du bâtiment. Les autres se rendent compte qu'il pourrait y avoir davantage de zombies cachant leur infection, et ils commencent à soupçonner Rei de les avoir manipulés depuis le début. Frustré, il décide d'éliminer tous les zombies confirmés au tour suivant. Mais Harisu parvient à trouver Nobu en premier. Alors que le jeune homme s'apprête à jouer sa carte zombie, il est surpris lorsqu'Harisu l'interpelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a un plan. Il s'avère que Rei n'a jamais eu de carte zombie, ni de vaccin d'ailleurs. Mais Harisu en revanche était en réalité un zombie depuis le début. Et comme il sait qu'ils sont sur le point de gagner, il infecte Rei pour la faire rejoindre l'équipe. Après avoir infecté autant de joueurs que possible pendant le dernier tour, le jeu se termine avec 32 zombies contre 13 humains. Ce qui signifie que les zombies ont officiellement remporté le défi. Et les joueurs perdants sont immédiatement éliminés d'un tir laser en pleine tête. Ça fait 3 jeux terminés, et il en reste 5. Pendant ce temps, quelque part dans une autre partie de la ville, Usagi et le professeur sont occupés à relever leur propre défi, les lasers mouvants, où ils sont obligés d'éviter une série de lasers mortels tout en fonçant vers le bout d'un tunnel géant. Le professeur commence à utiliser les autres joueurs comme bouclier humain, alors qu'Usagi utilise ses talents de grimpeuse pour aider autant de joueurs que possible. Mais il percute un décor et finit par tomber de sa chaise roulante. Juste au moment où tout semble perdu pour lui, Usagi accourt et le tire hors de la zone de danger, le remettant sur sa chaise et l'aidant à atteindre la ligne d'arrivée. Ça fait donc 4 jeux terminés, et il en reste 4. Ok, bon, les 3 derniers jeux étant axés sur l'intelligence, il était assez ironique que le premier jeu du professeur soit un test d'agilité. Le but ici était d'atteindre le bout du tunnel sans se faire couper en deux par un des lasers. Plutôt simple, non? Maintenant, ce qui rend le jeu difficile, c'est le mouvement imprévisible des lasers, parce qu'il vous oblige constamment à déplacer votre poids et à ajuster votre équilibre. Donc si vous essayez de courir tout droit dans le tunnel en esquivant tous les lasers qui passent, vous allez vite vous fatiguer et faire une erreur.
Et c'est pour ça qu'il faut être stratégique dans vos mouvements. Il faut d'abord chercher des schémas à exploiter. Et une des choses les plus importantes à remarquer, c'est que les lasers semblent venir uniquement de la direction de la ligne d'arrivée. Ce qui veut dire que vous serez en sécurité tant que vous resterez aligné avec les piliers en béton. La clé, c'est donc de toujours rester derrière eux quand vous le pourrez. Si vous utilisez correctement cette tactique, le seul moment où vous serez en danger sera quand vous devrez contourner la base du pilier avant de continuer. Mais ça devrait être facile tant que vous attendez de repérer un espace entre les lasers, puis avancer rapidement en gardant une posture équilibrée et les pieds bien écartés. Nous ne savons pas vraiment s'il y avait une limite de temps pour cette épreuve, mais si vous avez la possibilité de faire une pause, c'est le moment idéal pour rechercher d'autres schémas qui pourraient ressortir. Par exemple, le rouge signifie peut-être que vous devez vous baisser, le bleu que vous devez sauter et le vert est toujours présent à la fin d'un cycle. Ça peut sembler aléatoire, mais s'il y a une logique derrière tout ça, la découvrir pourrait vous faciliter considérablement la tâche pour terminer le parcours. Alors qu'il se dirige vers le prochain défi, le professeur a un flashback de ce qui s'est passé après sa première rencontre avec Banda. L'homme lui a demandé de ramener Usagi au jeu et en échange, il lui a promis de lui révéler tout ce qu'il y avait à savoir sur le royaume des morts. Après avoir traversé la ville, ils arrivent à une station de métro où le prochain jeu est sur le point de commencer. À ce moment-là, ils entendent un métro arriver à toute vitesse dans le tunnel et ils montent tous dans le dernier wagon du train avant qu'ils ne quittent le quai. Une voix annonce qu'ils vont jouer au train fou et que leur objectif sera de l'arrêter avant qu'il ne déraille en bout de ligne. Mais le seul moyen d'atteindre le poste de commande est de traverser une série de 8 wagons, dont la moitié sont remplis de gaz toxiques. Ils ont chacun reçu un masque à gaz, mais ils n'ont que 5 cartouches et n'ont pas le droit d'en emprunter aux autres joueurs. Ils doivent donc deviner à quel moment les utiliser. Sinon, ils ne pourront pas atteindre le bout du parcours. Sur ce, le défi commence, et la voix leur ordonne de se diriger vers le premier wagon. Au début du premier tour, le professeur décide de mettre son masque à gaz, et les autres joueurs suivent son exemple. D'un coup, les bouches d'aération libèrent un nuage de gaz, mais chaque wagon dispose de son propre canari pour indiquer s'il s'agit d'oxygène ou de gaz toxique. Cette fois-ci, l'oiseau survit, ce qui signifie qu'ils viennent de gaspiller la première de leurs 5 chances. Ils devront désormais deviner correctement à chaque fois, et il leur reste encore 7 wagons à parcourir sans savoir quand ils devront utiliser leur masque. Dans le deuxième wagon, ils décident de remettre leur masque à gaz. Mais cette fois-ci, le canari meurt, ce qui prouve qu'ils ont fait le bon choix. Ils passent alors au troisième wagon. Et Usagi commence à soupçonner que le jeu cherche à leur faire peur pour qu'ils gaspillent toutes leurs cartouches. Ils décident donc de ne pas mettre leur masque. Et bien qu'elle ait raison, ils ont besoin d'un meilleur système que de simplement suivre leur instinct. Avant de continuer, ils voient un autre train s'arrêter à côté du leur, et lorsque les portes s'ouvrent, ils se rendent compte que tous les passagers à bord viennent d'être tués par le gaz. C'est terrifiant, mais leur seule option est de continuer à avancer vers le wagon suivant. Ok, il reste encore 5 wagons, dont 3 assurément transportent le poison. Il ne leur reste plus que 3 cartouches. Ça signifie qu'ils ne peuvent plus se permettre de gaspiller une seule cartouche. Donc ils vont devoir trouver une meilleure méthode que de se fier à leur instinct. Le problème, c'est qu'il ne semble y avoir aucune différence entre les wagons où il y a du gaz et ceux où il n'y en a pas. Mais l'autre train vient peut-être de leur donner un indice important. Quand le train est passé, ils ont vu qu'il y avait du gaz dans le 8e wagon, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir du poison dans leur 8e wagon également. Donc, si nous admettons cette possibilité, ça signifie qu'il ne nous reste plus que 4 wagons, avec une probabilité de 50% que chacun d'entre eux contienne du poison. Ça aide à augmenter un peu nos chances, mais c'est encore loin d'être suffisant pour risquer nos vies si vous voulez mon avis. Une chose qu'ils n'ont pas encore envisagée, c'est qu'ils pourraient ne pas exploiter pleinement le potentiel de ces canaris. Le professeur les a comparés aux canaris des mines de charbon, faisant référence à une pratique réelle utilisée par les mineurs pour détecter l'accumulation de gaz mortel avant l'apparition des détecteurs électroniques. En fait, à l'époque, ils faisaient descendre un oiseau dans la mine, et s'il tombait tout à coup raide mort, ils savaient qu'ils avaient peu de temps pour dégager de là. Si c'est la référence que les concepteurs du jeu ont voulu, il devrait y avoir un moyen d'utiliser ces canaris pour les avertir avant que le gaz ne remplisse complètement le wagon. Voici le nouveau plan. Tout d'abord, on va prendre des extincteurs et casser autant de fenêtres que possible dans le wagon actuel. Et ensuite, on répétera le même processus dans le wagon suivant, tout en utilisant quelque chose pour bloquer les portes communicantes et créer un effet de tirage. Après ça, nous utiliserons des vestes et des vêtements amples pour boucher les bouches d'aération autant que possible, tout en rapprochant l'oiseau le plus près possible de celle-ci et en nous positionnant tous à l'avant du wagon. Avec nos masques sur le visage et la cartouche à un tour de la rupture du seau. Enfin, juste avant le début du tour, nous prendrons une grande inspiration et nous nous préparerons à retenir notre souffle pendant au moins 30 secondes, tout en gardant un œil sur l'oiseau pour voir ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que si l'oiseau meurt immédiatement, il faudra tourner la cartouche pour activer le masque à gaz. Et avec un peu de chance, juste un peu de chance, nous pourrons utiliser cette méthode jusqu'à atteindre les commandes de frein avant qu'il ne soit trop tard.
Alors que le prochain tour est sur le point de commencer, le professeur remarque un homme qui semble s'y connaître en train, et il lui demande s'il existe un moyen de savoir quel wagon pourrait contenir le gaz mortel. Nerveux, il mentionne que ce type de train ne dispose de collecteur d'énergie que sur un wagon sur deux, ce qui signifie que ce wagon dispose de suffisamment d'espace sur son toit pour accueillir un réservoir de gaz. Et effectivement, sa stratégie semble fonctionner, et il semble qu'ils aient trouvé la solution. Mais quand ils atteignent le 6e wagon, tout change. À ce moment-là, l'homme se rend compte qu'il s'est trompé sur le type de train, ce qui signifie qu'ils n'ont réussi à arriver jusqu'ici que par pur hasard. Comme ils n'ont pas d'autre choix, ils décident de tenter à nouveau leur chance et d'utiliser une de leurs 2 dernières cartouches. Mais cette fois-ci, seul de l'oxygène s'échappe. Les 2 wagons restants vont certainement libérer du poison, et il ne leur reste plus qu'une seule cartouche par joueur. Ils réalisent qu'ils n'ont absolument aucune chance de survivre à ce jeu, et quand tout espoir semble perdu, le nerd mentionne qu'ils sont sur le point de se mettre à la hauteur de l'autre train, et Usagi se rend compte que leur seule chance est de sauter dans l'autre train. Elle attend que les wagons soient parfaitement alignés, puis saute et atterrit en toute sécurité à bord de l'autre train. Quelques joueurs suivent Usagi, mais vient ensuite le tour du professeur. À l'aide de 2 mains courantes, il parvient à se propulser de l'autre côté grâce à la puissance du haut de son corps. Mais juste avant que les trains ne se séparent définitivement. À ce moment-là, il remarque qu'un autre train arrive à leur hauteur, et Usagi est choquée de voir que son mari est en train de retirer son masque. Mais ils doivent d'abord arrêter les trains avant qu'ils n'atteignent le terminus pour se retrouver. Arisu se précipite vers les commandes, attrape le frein et le pousse à fond. Mais il est déjà trop tard, et le train déraille, projetant tous les passagers dans les airs. Ça fait donc 5 jeux terminés, et il en reste 3. Après avoir survécu à ces épreuves, Usagi et les autres se regroupent près d'un hôpital voisin où ils trouvent des orthèses de jambes et un nouveau fauteuil roulant pour le professeur. Au même moment, les autres ont tous réussi à survivre à l'accident, indemnes pour la plupart, à l'exception de notre ami Arisu, qui en ressort avec une blessure mortelle. Mais Tetsu parvient à le recoudre avec un kit de couture, et il lui évite ainsi de perdre trop de sang. À l'hôpital, le professeur trouve Usagi en train de pleurer dans son sommeil, et il décide de lui expliquer ce qui l'a rendu si obsédé par la vie après la mort. Il y a des années, il avait une étudiante qui s'intéressait à ses travaux sur les expériences de mort imminente et qui avait fini par le convaincre de la laisser participer à une de ses expériences. Malheureusement, la jeune fille ne survécut pas au test et depuis, il est hanté par la culpabilité. Ok, bon, c'est officiel maintenant. La seule chose plus effrayante que les jeux de la mort, c'est le fait que ce gars ait encore le droit de mettre les pieds sur un campus universitaire. Le monde ne sait peut-être pas ce que vous avez fait, professeur, mais vous ne pourrez pas cacher la vérité éternellement. Et maintenant que nous savons que ce n'est pas votre première fois, je pense qu'on peut dire sans se tromper que vous avez merdé. Non mais franchement, c'est dingue ça! On a tous nos petites obsessions bizarres, ok? Mais vous auriez peut-être dû choisir autre chose que ce qui se passe après la mort. Je veux dire, je trouve ça assez déprimant de penser à ça tout le temps. Et sans vouloir paraître trop morbide, on va tous le découvrir un jour ou l'autre, ok? Alors, je sais pas, mais peut-être que vous auriez dû choisir un passe-temps plus normal, genre construire des Legos, collectionner des timbres, acheter des vinyles. Qui sait? Bon, ça aurait été une chose si vous aviez gardé cette obsession bizarre pour vous. Mais quand vous avez entraîné une de vos étudiantes là-dedans, vous avez officiellement dépassé toutes les limites. Bien sûr, c'est vrai qu'elle a accepté cette responsabilité et tout, mais n'importe qui avec un minimum de bon sens aurait su que c'était une mauvaise idée. Malgré tout, vous avez décidé de mettre votre plan à exécution et vous avez causé la mort d'une personne. Fantastique! Et avez-vous tiré une leçon de cette expérience? Clairement pas. Vous avez décidé de remettre ça et de manipuler la femme en deuil d'un patient en la traitant comme une sorte de rat de laboratoire pour une autre de vos expériences malsaines. Bon sang, prof, c'est tout simplement immoral. Et du coup, que vous réussissiez ou non, on est tous d'accord pour dire que vous avez merdé. Au coucher du soleil le lendemain, les joueurs restants sont répartis en 2 groupes différents pour les demi-finales. Le groupe d'Usagi disputant un jeu appelé le loto de la tour de Tokyo. Pour ce défi, ils devront escalader la gigantesque tour de Tokyo tout en appuyant sur une série de boutons numérotés afin de cocher suffisamment de cases pour compléter une ligne sur leur carte de bingo. Pendant ce temps, le groupe d'Arisu se trouve dans un immense immeuble de bureau où ils vont jouer au jeu coup de pied dans la canette. Kazuya monte sur la plateforme et lance la canette de l'autre côté de la pièce. Mais ils sont tous surpris quand elle décolle tout à coup comme une fusée et atterrit quelque part dans les étages supérieurs. Celui qui ramène la canette sur la plateforme se qualifie pour la finale. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant par manche, et il n'y a que 10 manches avant la fin du jeu. Se précipitant à la poursuite de la canette, les joueurs se rendent vite compte que certains accès sont bloqués, ce qui les oblige à faire le tour et à trouver un autre moyen de monter. L'un d'eux finit par trouver l'endroit où elle a atterri, mais quand il la ramasse, une voix annonce que la canette va exploser dans 60 secondes, ce qui ne lui laisse qu'une minute pour regagner la plateforme.
Alors qu'il se précipite vers le rez-de-chaussée, il décide d'ignorer le panneau et de courir vers l'escalator. Mais il est immédiatement éliminé par un rayon laser pour avoir enfreint les règles. Lorsque le premier joueur lâche la canette, le chronomètre se réinitialise avec 5 secondes en moins. Ainsi, quand Kazuya la ramasse, il ne lui reste plus que 55 secondes pour atteindre l'objectif. Il court maintenant aussi vite qu'il le peut et passe la canette à Sachiko. Mais les autres joueurs ne tardent pas à arriver et à la lui arracher des mains. L'un d'eux parvient à revenir jusqu'au rez-de-chaussée, mais le chronomètre arrive à 0 avant qu'il n'atteigne la cible, et la canette explose tout à coup dans une énorme boule de feu. Ce qui fait qu'il n'y a plus que 9 manches. Pour le tour suivant, le groupe d'Arisu décide de traiter le défi comme une course de relais. Mais quand Shion prend la canette, elle se retrouve piégée par un autre groupe de joueurs. Repérant Arisu en contrebas, elle essaie de lui lancer la canette à la place. Mais un autre joueur le pousse pour l'empêcher de l'attraper. Et au moment où la canette touche le sol, elle explose instantanément sous l'impact. Ce qui nous fait déjà 2 joueurs de moins, et il ne reste plus que 8 manches. Ok, on dirait que les choses viennent de devenir super intéressantes. Parce qu'avec seulement 8 manches restantes et 8 joueurs dans leur groupe, perdre ne serait-ce qu'une seule manche signifie que quelqu'un du groupe devra forcément mourir. Ils doivent donc utiliser la stratégie et le travail d'équipe pour déjouer leurs adversaires. Maintenant, les règles ne précisent pas qu'ils doivent obligatoirement se rassembler autour de la plateforme avant le début de la manche. Donc, au début de la manche suivante, ils devraient envoyer quelques joueurs à l'avance dans les étages supérieurs afin qu'ils couvrent déjà la zone. Ensuite, dès qu'ils auront vu où elle va atterrir, le reste de l'équipe devra se précipiter pour la récupérer et travailler ensemble pour atteindre la plateforme avant la fin du temps imparti. Si c'est possible, ils devraient essayer de ramasser la canette avec un pot ou une boîte. De cette façon, ils pourraient la transporter sans déclencher le chronomètre. Mais dès que quelqu'un l'aura trouvée, la première chose à faire sera de se cacher et d'éviter leurs adversaires. Ce qui leur donnera le temps de se regrouper avec leurs amis, tout en rendant la tâche difficile aux ennemis qui chercheront à savoir qui a la canette. Cet endroit est rempli de chariots, de portants à vêtements en métal et de boîtes de matériel de bureau. Ils devraient donc rester à l'affût de tout ce qui pourrait servir d'arme. Quand ils redescendront les escaliers, ils devront se déplacer en groupe avec le porteur de la canette au centre. Ensuite, pendant que les joueurs en tête pousseront les chariots remplis de caisses comme des béliers pour se frayer un chemin, les coéquipiers en soutien pourront utiliser des tiges métalliques et des fournitures de bureau pour repousser les adversaires. Et ils devront s'assurer que le détenteur initial conserve la canette le plus longtemps possible avant qu'elle ne change de main, parce que ça leur donnera le plus de temps avant la fin du compte à rebours. Le seul problème, c'est que plus ils seront nombreux à passer, moins ils seront nombreux au tour suivant. Ils devront donc essayer de faire passer en premier les joueurs blessés comme Shion et Arisu et garder leurs meilleurs lutteurs pour la fin. Au cours de la manche suivante, ils parviennent à sauver Sachiko, qui devient ainsi la première personne à se qualifier pour la finale. Mais désormais, ils n'ont plus que 7 chances de sauver tous les autres. Shion élabore un plan assez astucieux pour créer une diversion, mais elle se retrouve piégée dans un combat avec un des autres joueurs. Et alors qu'ils se battent pour la canette, ils déclenchent accidentellement une autre explosion qui les emporte tous les deux. Au cours des manches suivantes, ils parviennent à sauver Rei, Tetsu et Nobu en travaillant ensemble. Mais comme il ne reste plus que 3 manches, ils ne peuvent plus se permettre de rater une seule occasion. Natsu commence la manche avec la ferme intention de gagner, mais elle se retrouve dans un combat acharné avec un autre joueur. Et lorsque le temps est écoulé, ils sont tous les deux éliminés dans l'explosion. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 manches. Cette fois, c'est Arisu qui parvient à atteindre la plateforme, tandis que Kazuya fait tout pour retenir les autres joueurs. Mais à présent, il va devoir les affronter tout seul. C'est le dernier tour. Et Kazuya livre un combat acharné contre les autres joueurs. Mais son groupe et lui se rendent rapidement compte que c'est une bataille qu'il ne pourra pas gagner. Il tient bon jusqu'à la fin, les immobilisant tous jusqu'à ce que la bombe explose enfin. Et ça fait 6 jeux terminés, et il en reste 2. Du côté de la tour, les joueurs commencent tous à escalader la structure à la recherche des boutons. Usagi attache une corde au professeur pour l'aider à grimper. Le passionné de train parvient à atteindre le premier bouton, validant le numéro 72. Mais quelques instants plus tard, des sphères métalliques géantes commencent à tomber du haut de la tour, précipitant les autres joueurs vers une mort certaine. Usagi voit qu'une de ses amies est en difficulté, et elle décide d'aller la sauver. Mais la jeune fille finit par perdre prise et tombe dans le vide. Poursuivant son chemin, Usagi atteint un autre bouton. Mais les boules continuent de faire tomber les joueurs à chaque numéro qu'ils débloquent. Tout à coup, elle lâche l'échelle et manque de tomber dans le vide. Mais le professeur parvient à la retenir juste à temps. Le passionné de train complète alors une des lignes. Et il ne leur reste plus qu'à valider le dernier espace, Free, pour remporter la partie. Mais il est brutalement éliminé par une des boules en chute libre qu'il fait basculer de la tour. Ils sont assurés de passer si Usagi parvient à atteindre le bouton. Mais pour ça, elle va devoir grimper jusqu'au sommet. Elle s'accroche de toutes ses forces et réussit finalement à toucher le bouton pour terminer l'ascension. Et il se qualifie pour l'épreuve finale. Ça fait donc 7 jeux terminés. Et il ne leur en reste plus qu'un. Ok, je crois que c'est une bonne chose que le professeur ait autant travaillé ses tractions.
Le jeu les mettait au défi d'escalader la tour de Tokyo qui mesure plus de 300 mètres de haut. Et comme la plupart des chutes de plus de 18 mètres sont généralement mortelles, on peut dire sans trop s'avancer que la gravité ne sera certainement pas votre ami ici. Maintenant, le jeu a au moins eu la gentillesse de leur donner à chacun leur propre corde. Mais au lieu de l'utiliser pour s'attacher à leur coéquipier, il vaudrait mieux s'ancrer directement à la tour. La meilleure stratégie consiste à commencer par faire une boucle sécurisée autour de votre taille. Ensuite, attachez la corde à la tour à l'aide d'un nœud de cabestan. Si vous ne savez pas faire ce nœud, il vous suffit de passer la corde autour d'une des barres métalliques, puis de la croiser sur elle-même, de la passer à nouveau dans la boucle avant de la tirer vers l'arrière. Si vous le faites correctement, vous obtiendrez un nœud suffisamment solide et facile à faire et à défaire pendant que vous vous déplacerez. Ça créera un point d'ancrage pour chacun d'entre eux. Ensuite, une fois que vous serez allé aussi loin que possible, vous n'aurez plus qu'à attacher un nouvel ancrage, détacher l'ancien derrière vous et répéter l'opération jusqu'à ce que vous ayez franchi le niveau. À présent, parlons des sections horizontales. Vous devrez toujours vous ancrer à la poutre, mais au lieu de rester debout, mettez-vous à quatre pattes et traversez-la de cette façon afin de garder votre centre de gravité aussi bas que possible, comme le ferait un paresseux pour grimper sur une branche. Certains joueurs comme Usagi ont plus d'expérience en escalade que d'autres, mais comme ils font tous partie de la même équipe, les meilleurs grimpeurs devraient se diriger directement vers les boutons les plus difficiles à atteindre, tandis que les moins bons grimpeurs devraient progresser méthodiquement vers les sections inférieures, en appuyant sur tout ce que les autres auraient laissé de côté en montant. Et comme ces boules métalliques géantes s'écrasent à chaque fois qu'ils activent une case, les joueurs devraient avertir tous les autres avant d'appuyer sur un bouton pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Ça leur donnera l'occasion de se mettre à couvert sous une des sections où les deux poutres se rejoignent à angle de 45 degrés. Et ça les protégera complètement de tout ce qui pourrait leur tomber sur la tête, garantissant ainsi que la plupart des joueurs survivent à ce jeu. Avant le début du jeu suivant, Banda rejoint le professeur et lui ordonne de tuer Usagi au cours du prochain défi, lui promettant de lui révéler tous les secrets de l'au-delà s'il fait ce qu'on lui demande. Pour le dernier jeu, les joueurs retournent à Shibuya et découvrent une grande structure carrée dans laquelle ils pénètrent. Après être passés par la trappe, ils sont surpris de se retrouver dans le monde réel. Mais comme toujours, ce défi est plus complexe qu'il n'y paraît. Le groupe reste là, essayant de comprendre ce qu'il voit, jusqu'à ce qu'Arisu réalise qu'il s'agit simplement d'un ensemble d'écrans géants. À ce moment-là, une copie exacte de lui-même sort de la foule, suivie des copies de tous les autres membres du groupe. Ils les suivent à travers une porte et arrivent dans une pièce similaire composée d'écrans géants. Mais cette fois-ci, ils semblent leur montrer leur avenir. Dans la pièce suivante, Arisu se voit avec Usagi et leur nouveau-né. Quand tout à coup, Usagi se tourne vers lui. Et il réalise qu'il s'agit de la vraie Usagi. Ils se précipitent dans les bras l'un de l'autre, mais c'est à ce moment-là que le professeur fait irruption, et Arisu le fait immédiatement tomber de son fauteuil roulant. Usagi le retient et lui explique que le professeur cherchait en fait à l'aider, mais ils n'ont pas le temps de discuter, parce que la finale est sur le point de commencer. La voix annonce qu'il reste 10 joueurs en compétition, et il réalise que l'enfant à naître d'Usagi sera compté comme un joueur. Pour la finale, ils vont jouer à un jeu appelé le Sugoroku du futur, dans lequel ils vont devoir trouver la sortie d'un immense labyrinthe carré. Le plateau de jeu se compose de 25 salles identiques disposées en carré parfait, et les joueurs devront coopérer pour trouver la sortie. Au début de chaque manche, ils devront lancer 4 dés de couleur, correspondant chacun à une porte de la même couleur, et le nombre indiqué sur les dés déterminera le nombre de joueurs autorisés à passer. Si un joueur est obligé de rester dans une salle, il y sera bloqué jusqu'à ce que 2 autres joueurs utilisent leur bracelet pour déverrouiller les portes depuis les côtés opposés. Et s'ils veulent retourner dans la pièce d'où ils venaient, ils devront attendre la fin de la manche avant de pouvoir l'ouvrir à nouveau. Ils disposeront de 15 manches pour trouver la sortie, et chaque joueur recevra 15 points, dont un sera automatiquement déduit chaque fois qu'ils franchiront une porte, ou s'ils passent plusieurs manches dans la même salle. Mais s'ils perdent tous leurs points avant d'atteindre la sortie, ce sera game over. Pour pimenter le jeu, les murs à l'intérieur de chaque pièce leur montreront des images de différents futurs possibles, et peu importe le futur qu'ils choisiront de suivre, celui-ci deviendra leur destin quand ils retourneront dans le monde réel, s'ils parviennent à survivre au jeu. Tetsu commence avec le premier lancé, mais il semble qu'ils vont devoir se séparer. Le plan consiste donc à envoyer Rei, Sota et Yuna par la porte est, tandis que les autres se dirigeront vers le nord, puis de les retrouver ensuite dans la salle communicante. Cette fois-ci, Arisu et Rei utilisent leurs points pour ouvrir la porte, mais se rejoindre ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Ok, on dirait qu'ils ont réussi à atteindre la dernière épreuve, mais elle va être difficile. Ils vont donc avoir besoin d'un plan solide. Mettons les choses au clair dès le départ. Ces futurs possibles ne sont rien d'autre qu'un piège. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez pas vraiment avoir d'avenir si vous ne survivez pas au jeu, pas vrai? Et ce jeu sera plus facile à battre s'ils travaillent tous ensemble en équipe. Mais les images servent à les manipuler pour qu'ils perdent leur concentration, se disputent et prennent des décisions égoïstes. En clair, ils doivent ignorer complètement ce qu'ils voient sur les écrans et se concentrer sur des décisions pragmatiques qui les aideront à survivre au jeu.
Maintenant, leur stratégie de rester en un seul grand groupe n'a jamais vraiment fait partie des options. À la place, ils devraient se diviser en 2 groupes de 5, dès à présent. Comme ils utilisent des dés à 10 faces, ça signifie qu'ils auront toujours 50% de chance de rester ensemble. Et ça leur laissera une grande quantité de points à utiliser quand ils en auront besoin. Il semble que l'endroit le plus probable pour la sortie soit un des 4 coins ou le milieu d'un des bords, comme la pièce A3 ou la C5. Par conséquent, nous allons nous concentrer sur le fait de parcourir les bords en premier. Pendant qu'un groupe se dirigera vers le nord en direction de la salle C1, les autres devraient se diriger vers l'est en direction de la salle E3. Une fois qu'ils auront atteint le bord, la première équipe se dirigera vers l'ouest en direction de A1, puis vers le sud, couvrant ainsi tout le bord ouest jusqu'à atteindre A5. L'autre groupe devra se diriger vers le nord en direction de la salle E1, jeter un coup d'œil rapide à l'intérieur de D1, puis redescendre vers E5, couvrant ainsi tout le mur est. Les 2 groupes devront ensuite inspecter le mur sud et se retrouver dans la salle C5. À ce moment-là, ils devraient avoir trouvé la sortie en 10 tours maximum, ce qui leur laissera 5 tours de réserve en cas de problème. Le jeu leur réservera peut-être quelques surprises, mais tant qu'ils utilisent leur bracelet pour rester en contact, ils devraient pouvoir survivre à ce casse-tête sans problème. Au fur et à mesure que le jeu avance, les joueurs continuent à se séparer, jusqu'à ce que Rei se retrouve confiné. Sota et Yuna sont censés l'aider à sortir, mais ils commencent à prêter davantage attention à ce qui se passe sur les écrans et finissent par décider de suivre les portes qui mènent à un avenir meilleur à la place. Arisu commence à s'inquiéter lorsqu'il se rend compte que le plan tombe à l'eau, mais il retourne dans la salle D3 et libère Rei de son isolement. Pendant ce temps, les écrans commencent à montrer à Tetsu des images de son ex-femme jusqu'à ce qu'une vision d'elle apparaisse dans la salle et le conduise à la pièce suivante. Mais lorsque l'effet se dissipe, il se rend compte que cette pièce entraîne une déduction de 8 points, ce qui le ramène à 0. Et comme il est désormais éliminé, le collier autour de son cou explose brusquement. Au cours des 2 tours suivants, le frère et la sœur sont contraints de se séparer. Et avant qu'ils puissent se retrouver, Sota finit par épuiser tous ses points, ce qui l'élimine de la compétition. Voyant que leurs points s'amenuisent, Arisu commence à réfléchir à un plan pour sauver tout le monde. Mais quand il regarde les écrans, il voit une vision du professeur en train de tuer Usagi, juste avant qu'il n'atteigne la sortie. Le tour suivant oblige Arisu et le professeur à se retrouver dans la même pièce, mais il garde ses soupçons pour lui, du moins pour l'instant. Il semble avoir atteint un stade où il sera impossible de sauver tout le monde. Mais c'est alors qu'Arisu a une idée. Il demande à Usagi de placer uniquement le bracelet du bébé dans la pièce voisine afin de permettre à Sachiko de sortir de sa salle de confinement. Ensuite, ils utiliseront les points de Yuna pour la ramener en lieu sûr. Au début du tour suivant, Usagi place le bracelet dans l'autre pièce et Sachiko est enfin libérée de son confinement. Mais quand les portes s'ouvrent à nouveau, Usagi s'aperçoit que le bracelet est hors de portée. Avec seulement quelques secondes devant elle, elle tend le pied et parvient à s'en emparer juste avant de plonger dans la pièce suivante, tandis que le professeur bloque la porte avec son fauteuil roulant. Maintenant que tout le monde est réuni, ils parviennent enfin à la salle où se trouve la sortie, et ils retirent leur collier. Mais c'est alors que la voix annonce qu'ils doivent encore disputer un dernier tour. Arisu prend les dés et obtient un 7, ce qui signifie que l'un d'entre eux va devoir rester en arrière. Il demande aux autres de veiller sur Usagi, puis la pousse à travers la porte, ce qui le piège à l'intérieur. Ça fait donc 8 jeux terminés, mais l'histoire d'Arisu n'est pas encore terminée. À ce moment-là, la voix annonce qu'il a en fait gagné le jeu. Et c'est là qu'une inondation soudaine frappe la ville, et ses amis sont tous projetés hors de la plateforme dans les eaux déchaînées. Furieux, il frappe l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne enfin, et il remarque alors une partie endommagée qui lui permet de passer la main et d'ouvrir la porte. Il se fraye un chemin vers l'extérieur et aperçoit Usagi qui s'accroche de toutes ses forces. Mais elle est rapidement emportée par le courant violent. Et n'ayant pas d'autre choix, Arisu plonge dans l'eau pour la sauver. Ok, bon, je crois que les futurs parents ici présents ne sont pas encore sortis d'affaire. C'était vraiment stressant de les voir passer si près de la catastrophe à la fin. Et après avoir vu ces portes s'ouvrir et se fermer tout au long du jeu, ils auraient dû savoir que ça allait faire basculer le bracelet vers l'avant. Mais pour éviter ça, il aurait suffi d'utiliser les lacets de Tetsu. Je m'explique. Si Usagi essayait d'attacher les 2 lacets ensemble, puis d'en faire une boucle autour du bracelet, ça devrait être suffisamment fin pour que la porte se referme par-dessus, lui permettant ainsi de tirer facilement le bracelet une fois que la porte se rouvrirait. Ouais, réfléchissez-y. Ensuite, après avoir réalisé que l'un d'eux devait rester, je ne sais pas pourquoi Arisu n'a pas simplement jeté le prof sous le bus. Après tout, il venait de voir des prédictions dans lesquelles le type tuait sa femme. Et s'il lui avait demandé de fouiller ses poches, ils auraient trouvé son mini-pistolet qu'il comptait utiliser pour la descendre. Donc, de mon point de vue, c'était une raison suffisante pour le laisser derrière. Et comme il était de toute façon obsédé par la mort, ça n'aurait pas dû lui poser de problème. Quoi qu'il en soit, il semble désormais que leur seul espoir de rentrer chez eux soit de survivre à cette inondation. Mais ça ne devrait pas être trop difficile comparé à ce à quoi ils ont déjà dû faire face jusque-là.
Pour Usagi, le meilleur plan serait de flotter sur le dos, les pieds pointés vers l'aval, ce qui lui permettrait... Je reprends Jean Denis. Pour Usagi, le meilleur plan serait de flotter sur le dos, les pieds pointés vers l'aval, ce qui lui permettrait d'éviter les collisions frontales et de garder un œil sur les points élevés. Arisu devrait adopter la même position, mais en se laissant porter par le courant vers sa femme, en essayant de lui couper la route au lieu de la rattraper par derrière. Il ne leur resterait alors plus qu'à trouver un bout de terre ferme et à attendre que la tempête passe. Arisu lutte pour rester à flot jusqu'à ce qu'il se cogne tout à coup la tête contre le mur d'un immeuble. Mais il s'en sort et remonte à la surface juste à temps. Il nage pour se mettre en sécurité et commence à se hisser sur la terre ferme. Mais il se retrouve face à Banda qui sort une arme à feu et s'apprête à l'achever. Cependant, il est subitement abattu par un tir laser en pleine tête. C'est alors qu'un homme étrange apparaît et il déclare que Banda n'était pas prêt pour cette mission, avant d'utiliser sa voix pour tout interrompre. Il s'assoit à une table, choisit 2 cartes dans un jeu et demande à Arisu de n'en choisir qu'une seule, expliquant que son choix déterminera son avenir. Mais s'il tire le joker, c'est l'homme qui décidera de ce qui se passera. Sauf que lorsqu'Arisu retourne les cartes, elles se révèlent toutes les deux être des jokers. Arisu est convaincu qu'il s'agit d'une supercherie, mais l'homme insiste sur le fait que c'est vraiment le fruit du hasard. Il décide donc de laisser Arisu choisir son propre avenir. Alors que le temps recommence à s'écouler, il voit Usagi être entraînée vers les enfers et il plonge dans le vortex avant qu'elle ne soit emportée. Mais avant qu'il n'arrive à la rejoindre, le professeur attrape Usagi et commence à l'entraîner vers le gouffre. À la dernière seconde, il se ravise et s'agrippe à un morceau de débris, protégeant Usagi jusqu'à ce qu'Arisu arrive auprès d'elle. Puis, il se laisse entraîner dans l'abîme. La remontée vers la sécurité est difficile, mais les deux finissent par franchir le bord et se laissent entraîner par le courant vers le monde des vivants. Tout à coup, Arisu se réveille dans l'appartement d'Anne et il file immédiatement à l'hôpital où il est soulagé de constater qu'Usagi va bien. Quelques mois plus tard, ils ont enfin emménagé ensemble et réfléchissent à des prénoms pour leur enfant à mettre. Quant au reste du groupe, leur avenir semble s'être amélioré. Arisu retourne travailler au centre de soutien où il aide d'autres survivants à trouver des raisons de continuer à vivre. Ils semblent enfin en sécurité, mais quand ils allument la télévision, ils découvrent un reportage sur d'étranges tremblements de terre qui se produisent partout dans le monde. De l'autre côté de l'océan Atlantique, nous nous retrouvons dans un restaurant quelque part à Los Angeles. Et alors que l'hôtesse conduit 2 clients à leur table, elle se retourne pour révéler qu'elle répond au nom d'Alice. En fin de compte, il semblerait qu'Arisu et les autres survivants soient sur le point d'avoir des ennuis. Et la prochaine fois, il se pourrait bien que les jeux prennent une dimension mondiale. Ok les amis, vous allez peut-être me traiter de folle, mais c'est exactement la fin que je voulais pour la saison 3 d'Alice in Borderland. Je vais devoir revoir l'animé et peut-être lire quelques fanfictions ou des trucs dans le genre, parce que je trouve que chaque décision prise par chaque personnage correspondait parfaitement à leur personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Je tiens à féliciter l'équipe pour avoir créé une saison aussi passionnante. Et vous savez déjà ce que je vais dire. Si vous auriez fait les choses différemment, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis Sophie et je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!